Bienvenue dans cette exploration dédiée à une figure incontournable, Serge Gainsbourg. Souvent, on retient l'image du provocateur, mais comment son œuvre a-t-elle pu traverser le temps comme ça? C'est toute la question. Nos sources, elles plongent vraiment dans sa vie, son art si complexe, ses multiples facettes, et elles montrent une construction en fait très consciente derrière le personnage. Tout à fait. Notre mission aujourd'hui, essayer de décrypter comment Gainsbourg a consciemment forgé cette intemporalité, bien au-delà des scandales et des coups d'éclat. Alors allons-y, décortiquons ça. Ce qui est fascinant d'emblée, c'est cette dualité, c'est vraiment ça. D'un côté, l'image publique parfois un peu négligée, presque, brouillonne. Et de l'autre, en privé, un artiste qui se décrivait lui-même comme un poète hors pair et sculpteur de chansons sur mesure. C'est précis. Ah oui, quand même. Il a délibérément joué avec ça, mélangé la culture pop et des références très élitistes. C'est ça. Ce qu'on pourrait appeler l'art de la mésalliance, ce mariage des contraires, quoi. Et cette dualité, elle ne sort pas de nulle part, j'imagine. Ça prend racine assez tôt. Ah bah oui, complètement. Ses débuts sont marqués par des épreuves très fortes. Le traumatisme de la guerre, l'étoile jaune, devoir se cacher. Oui, Des expériences fondatrices. exactement. Et loin de les taire, il va les transformer en matière artistique, parfois de manière assez grinçante. Je pense à Rock Around the Bunker. Oui, cet album qui parodie l'imagerie nazie. Voilà. La provocation, chez lui, c'était souvent une sorte de carapace, en fait, pour protéger une sensibilité à vif. Je vois. Intéressant comme ce vécu nourrit l'artiste. Et puis, il y a ce tournant important. Il abandonne la peinture pour la chanson. Oui, et c'est vécu comme un échec, la peinture. Une vraie blessure. Mais paradoxalement, le fait de considérer la chanson comme un art mineur, Ça lui donne une liberté exactement, ça lui donne une liberté folle pour en casser les codes. pour la subvertir. D'accord. Même ses débuts de jazz, la fameuse période bleue rive gauche, avec cette élégance un peu sombre, très influencée par Boris Vian, Oui, le poinçonneur des lilas. voilà, c'est déjà marqué par cette singularité. Et cette liberté, justement, elle va l'emmener vers plus d'exposition médiatique, le virage pop, les premiers scandales. C'est ça, il comprend très très vite le potentiel du scandale. Les sucettes chantées par une France Gall toute innocente. Ah oui, Le double sens érotique est à peine caché et ça crée une polémique énorme. forcément. Et puis, bien sûr, l'explosion « Je t'aime, moi non plus ». D'abord enregistrée avec Bardot, puis la version mythique avec Jane Birkin. Qui a fait le tour du monde malgré les interdictions. Exactement. Et là, il commence vraiment à brouiller les lignes entre sa vie privée et son œuvre. C'est très moderne comme démarche, en fait. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment passionnant. Parce qu'avec cette notoriété, parfois sulfureuse, il aurait pu choisir la facilité. Mais non. Il se lance dans des projets ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, carrément. Il utilise sa célébrité et son aura pour monter des œuvres très exigeantes. D'abord, Histoire de Melody Nelson, en 71. Un chef-d'œuvre. Oui, un mini-film musical inspiré de Lolita avec les arrangements incroyables de Jean-Claude Vannier. Sublime. Et puis, L'homme à tête de chou en 76, un poème symphonique très sombre inspiré par une sculpture de Lalanne. Il y a une vraie quête de l'œuvre totale chez lui. Et l'audace continue. Le virage reggae à la fin des années 70, ça a dû secouer pas mal de monde à l'époque. Oh que oui! Déjà, partir enregistrer aux Armes etc. en Jamaïque avec les musiciens de Bob Marley, Sly and Robbie, C'était un geste fort. énorme. Mais alors, reprendre la Marseillaise en version reggae, ça a déclenché une polémique nationale. Vouloir lui rendre son sens révolutionnaire originel. Lui, l'enfant juif marqué par la guerre. Ça prend tout son sens. La provocation n'était jamais gratuite, en fait. Rarement, non. Il y avait souvent un sous-texte. Et puis vient la dernière transformation, celle de Gainsbourg, dans les années 80. Comment on analyse cette période? Alors c'est plus Complexe qu'une simple déchéance personnelle. C'est vraiment la création consciente d'un alter ego. Il met en scène sa propre décadence. C'est ça, il pousse le personnage jusqu'au bout. Le fameux billet de 500 francs brûlé en direct à la télé. Image iconique. Au-delà du coup médiatique, c'était aussi un geste de contestation sociale assez radical, contre les impôts d'ailleurs. D'accord. Alors si on essaie de synthétiser, au-delà des personnages, de la provoque, qu'est-ce qui reste comme cœur de son héritage artistique? Qu'est-ce que nos sources mettent en avant? D'abord et avant tout, son travail sur la langue française. C'était un véritable orfèvre des mots. Les jeux de mots incroyables comme dans Les Sucettes, Oui. les détournements de titres, guerre et pète, les mots valises comme hippopotame.
Sa poésie, très nourrie de culture classique, littéraire, Mhm. a vraiment contribué à élever la chanson populaire, à lui donner ses lettres de noblesse. Et son influence, au final, elle est partout, non? Elle est immense, oui. Musicalement, il a inspiré des générations d'artistes très différents. Air, Beck, Nick Cave, même dans le hip-hop. C'est vrai. Au cinéma aussi. Compositeur de musique de film, acteur, réalisateur. Et même son style, c'est Repetto Blanche. Ah oui, iconique. Ça a marqué. C'était l'artiste total, curieux de tout. Donc, en résumé, un artiste qui a su magnifiquement jouer de ses propres contradictions. Absolument. Gainsbourg a orchestré ces paradoxes. Il a utilisé le scandale comme un outil, à la fois artistique et médiatique. Il a mélangé les genres pour créer une œuvre vraiment singulière, unique. Très intime et en même temps universel. Et l'intérêt constant pour sa maison rue de Verneuil le prouve. Son œuvre est toujours vivante. Il a vraiment aidé à faire de la chanson un art majeur. Une dernière pensée peut-être, pour conclure. Cette façon qu'il avait de brouiller constamment les pistes, entre l'homme, l'artiste, le personnage public, l'intime, jusqu'à l'extrême avec Gainsbourg. En quoi ça peut nous interroger aujourd'hui, à notre époque si obsédée par la mise en scène de soi, par l'authenticité supposée des créateurs? C'est une excellente question. Voilà, une piste de réflexion à creuser.